Merci. Alors, merci pour cette présentation élogieuse. Bon, où il y a une chose qui n'est pas vraie, je ne suis pas le coordinateur au niveau de Marrakech, je fais partie d'une équipe. Au fait, il y a toute une équipe au niveau du CHU, que ce soit au niveau de la réanimation, que ce soit au niveau du comité scientifique dont je fais partie au niveau du CHU. Et donc, euh, je n'ai pas la prétention de détenir de responsabilité particulière à ça. Toutefois, je vais apporter mon regard et je remercie infiniment vous, Aïda, la présidente et la Société marocaine de cardiologie pour cette invitation. Certainement, comme j'ai dit, je ne suis pas très responsable, mais j'ai participé activement depuis tout le départ, notamment à travers la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, qui nous a permis, le bureau nous a permis de faire énormément de choses et on était extrêmement précoce dans l'implication dans cette épidémie. Et je vais essayer de partager avec vous mon regard personnel, mais un regard d'un Marocain qui a vécu l'épidémie de l'intérieur dans le système de santé. Et je me suis rendu compte de l'importance phénoménale de chacun d'entre nous, surtout quand il est impliqué dans une démarche scientifique et de société savante. Et le rôle de société savante, il est, comme je vais essayer d'exposer maintenant, est extrêmement important. D'ailleurs, nous n'étions pas qu'une société savante, nous étions une agrégation de sociétés savantes, dont les plus importantes étaient la Société marocaine d'anesthésie et la Société marocaine de médecine d'urgence. Et il y avait énormément de travail et on vient de publier il y a une semaine dans les annales marocaines de réanimation de médecine d'urgence euh, tous les protocoles sur lesquels on a travaillé depuis 3 mois presque. On est presque à 3 mois de boulot intensif. Et pour commencer, quoi de mieux que l'éditorial de cette publication, l'éditorial de cette publication qui a été écrit par un ami médecin urgentiste, le docteur Saïd Jidan, à qui je rends un vibrant hommage, qui est à l'hôpital militaire de Rabat, qui a cité dans cet éditorial: l'épidémie nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau et que nous nous en sortirons qu'ensemble. Le désir de survie éveille ainsi une forme élémentaire de conscience citoyenne. Nous ne pouvons faire face à la pandémie que collectivement. Mais le comportement de chacun est primordial, car chacun est tributaire des autres. Cela s'appelle une société, mais cette dernière ne peut faire face à ce chaos sans la science. La science qui ressurgit pour fournir la véritable base rationnelle de l'action de l'homme, pour nous montrer que la puissance doit être proportionnée à la connaissance. J'ai trouvé cet éditorial magnifique et extrêmement important à partager avec vous tous. C'est le résumé de ce regard marocain, en fait. Et donc, je vais aller directement sur les chiffres et les choses auxquelles on est arrivé aujourd'hui. Parce que tout ce qui s'est passé au Maroc, c'est de pouvoir ne pas arriver aux chiffres catastrophiques où sont arrivés certains pays. Euh, c'est à partir de ce schéma-là où l'épidémie va avoir une progression tellement importante qui va causer euh, un surbooking et un dépassement de la capacité du système de santé à répondre à la prise en charge des patients, et forcément la résultante est une mortalité extrêmement élevée. Ce graphique-là, on l'a vu très très tôt au niveau national, bien avant l'arrivée de la maladie. On était observateur de ce qui se passe en Chine. Heureusement, on a un réseautage international, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau autorité, qui nous a permis de voir ça et de pouvoir dire, voilà, il faut aller très très rapidement sur une possibilité de pouvoir ne pas laisser notre système de santé succomber à cette catastrophe, à cette épidémie, et donc le fait de flatten the curve, et donc abaisser, aplatir la courbe d'évolution, quitte à ce que ça la prolonge dans le temps, mais est-ce que ça puisse sauver le maximum de patients marocains. Et, et jusqu'à maintenant, ça c'est le chiffre de tout de suite. Donc sur les dernières 24 heures,
on n'a plus que 166 cas nouveaux, beaucoup de taux de guérison, et puis le chiffre de mortalité qui se maintient à 1 à 2 décès par jour, soit un taux de mortalité, quoique le dénominateur il est extrêmement critiquable, de 3,47%. Si on s'intéresse qu'à la mortalité, bon, c'est ma vision de réanimateur, donc on dirait en voyant ces chiffres-là et ce graphique-là que peut-être que l'épidémie est déjà derrière nous. On a vécu, bon, l'épidémie a commencé bien avant, on est presque dans 3 jours à 2 mois d'évolution de l'épidémie. Ben, les chiffres de mortalité, il est en train de baisser, 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 et ça continue dans le temps, et ça se stabilise depuis plus d'une semaine. Euh, et là, c'est là où je vais apporter maintenant mon regard à moi, comme regard de Marocain, sur qu'est-ce qui a fait que ce chiffre de décès est comme ça, et qu'est-ce qui fait que cette épidémie est pour le moment freinée, parce qu'il n'y a aucune garantie sur la suite. Il faut rester extrêmement vigilant. Je pense que je vais terminer par ça. Mais n'empêche que ça fait quand même 2 mois d'évolution dans notre pays et la situation, elle est là. Et on est passé par plusieurs, on se préparait, on nous a dit un chiffre de 250 l'IDREA, puis on a augmenté notre capacité d'organisation jusqu'à pouvoir avoir presque de 2000 lits, voire plus. Et après 2 mois d'évolution de la maladie chez nous, on est à moins de 15% de lits de réanimation occupés Covid. Si on compare ça par rapport à plein d'autres pays, notamment en Europe, notamment celui de l'Italie, qui nous a fait tous peur. On voyait des images qui nous faisaient extrêmement peur. Nous avions peur, en fait. Nous avions très peur. Et maintenant, on est en train d'acquérir un peu plus de sérénité, malgré que la peur n'a pas totalement disparu. Donc, voilà la situation du Maroc. Alors, pour ce regard-là, je pense que ces chiffres-là et cette réussite jusqu'à maintenant est causée à l'échelle citoyenne et populationnelle par plusieurs choses. La première, c'est une implication précoce de toutes les composantes de la société, de la plus haute autorité qui est Sa Majesté le Roi, à tout citoyen. Même les citoyens, en ce moment où vous leur parlez, ils vous disent en attendant, pas de déconfinement pour le moment, parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Et à partir de cette implication précoce, il y a eu une écoute attentive des scientifiques et des corps médicaux, à l'image de ce qui se fait au niveau du ministère, avec le comité de veille scientifique et technique qui fait du très beau travail, et je leur rends hommage en ce moment, c'est que les décisions ministérielles et importantes, dont notamment le domaine de la santé, ils sont prises en compte sur une écoute attentive, un dialogue précoce et constructif avec aux autorités scientifiques. Quatrième point, c'est les politiques et les décisions, ils ont été justement orientés par cet avis scientifique dans l'avis scientifique médical. Et des mesures efficaces ont été prises qui ont impliqué tout le monde, non seulement le secteur de la santé, mais tous les réseaux ministériels, la sécurité, et j'en passe, et puis la société civile elle-même, des organisations non gouvernementales, les industriels, etc. Et j'en passe. Je vais montrer un petit exemple. Je n'ai aucunement la prétention de détenir toute l'information, ni de vous exposer euh, euh, des choses. J'ai essayé de sortir des choses qui m'ont paru importantes à partager avec vous. Et donc, la résultante, c'est l'aplatissement de la courbe de progression. Et ça, c'est dû à une diminution de la contagion avec des charges virales non élevées, parce qu'il y a une distanciation physique, une distanciation sociale qui a été imposée. Je ne parle pas de confinement là, mais c'est le confinement, c'est la partie de distanciation sociale importante. Après, par la suite, il y a eu les masques pour tous. Et puis, il a fallu tracer, chercher tous les cas possibles porteurs du virus, avec la multiplication des tests, la décentralisation des laboratoires qui réalisent les tests, pour pouvoir rapidement isoler les cas et traiter. Et là, je vais revenir par la suite sur le traitement chloroquine, azithromycine et mon parti pris là-dessus, personnel. À l'échelle du système de la santé, alors il y a eu aussi un maillage extrêmement important dans le système, notamment qui part du préhospitalier, avec
l'amélioration de la régulation des appels médicaux. On avait au départ un premier numéro d'appel, et puis ça s'est développé au 141, puis un autre numéro, le 300. Il y a eu une implication très, très, très importante de tout système de ramassage, que ce soit dans le transfert interhospitalier, la prise en charge des patients de leur domicile, avec une collaboration extrêmement importante et pour la première fois entre régulation des appels médicaux, ministère de la Santé, le SAMU, le SMUR, la protection civile, la médecine générale et de ville. Et puis les militaires, n'en parlons pas parce qu'ils ont joué un rôle très, très important dès le départ. Et donc, même les cabinets de ville, ils ont interagi avec, ils sont rentrés dans le système, malgré qu'il y avait certains reproches à certains moments par rapport à la protection, et c'était tout à fait normal et légitime. En même temps, l'instauration de ce système préhospitalier, il y avait en puissance la montée dans l'organisation des structures hospitalières d'accueil des patients et des différents circuits, en créant des circuits, que ce soit au niveau hospitalier, que ce soit au niveau régional, avec une collaboration assez réussie un petit peu partout dans les différentes régions du Maroc. Et puis, il y a eu les sociétés savantes qui ont commencé à intégrer. Pour nous, la SMAR et la SMMU, c'était très, très, très précoce. Nous considérons que nous avons été parmi les moteurs importants de cette riposte-là. Et puis, justement, les sociétés savantes, à travers la formation, notamment par la simulation, que ce soit dans les différents centres de simulation du royaume, que ce soit de la simulation in situ avant l'arrivée des patients. Je vais expliquer tout le programme qui a été mené. Les résultats, c'était une amélioration notable de la détection des cas, une bonne orientation des patients selon la sévérité. C'était difficile au départ, mais après, on savait vers où orienter l'hospitalisation, les soins intensifs, la réanimation. L'implication progressive des différents spécialistes, notamment ceux qui étaient impliqués dès le départ, les biologistes, les radiologues. Les radiologues, ils ont joué un rôle majeur dans la prise en charge, que ce soit les médecins et équipes de radiologie et manipulateurs de radio au Maroc, les pharmaciens aussi dans le cadre de la préparation, et puis tous les autres spécialistes, parce qu'à un certain moment, on leur disait, il n'y a plus de réanimateurs, il n'y a plus d'urgentistes, tout le monde est covidiste, est médecin Covid dans les structures qui s'occupent du Covid, et donc cette notion de spécialité a disparu au fur et à mesure parce que le devoir citoyen primait. Et puis, bien sûr, la standardisation de la prise en charge à partir du protocole qui a été adopté par le ministère, mais aussi il y a eu énormément de choses, notamment vis-à-vis des maladies les plus graves. Et là, nous avons été les premiers, les réanimateurs, à sortir certains protocoles et on a fait adhérer autour de nous plusieurs composantes des sociétés savantes et médicales, ce qui a permis au niveau national une amélioration notable de la prise en charge, que ce soit avant les soins intensifs, que ce soit au niveau des soins intensifs et en réanimation. Et les chiffres de mortalité en sont témoins. Je vais donner des exemples par la suite. Donc, pour retracer l'historique assez rapidement, nous, par exemple, à partir de ma vision personnelle de la société savante, où nous avons joué un rôle important, c'est que très, très rapidement, dès qu'on a vu les chiffres en Chine et quand ça a commencé à attaquer l'Asie du Sud-Est, on a commencé à se préparer. Et déjà, la Fédération nationale des anesthésistes réanimateurs marocaine a sorti un communiqué le 4 février pour dire nous sommes prêts, nous nous engageons dans la prise en charge dans le cas où l'épidémie arriverait. Et il a lancé, avec la Société marocaine de médecine d'urgence, une campagne qu'on avait appelée campagne Vigicorona, notamment sur un programme de vigilance, de formation et de change avec les différentes composantes pour pouvoir détecter, notifier et prendre en charge correctement les patients atteints par coronavirus. Et juste après, 1 ou 2 jours après, nous avons proposé, j'étais l'un des instigateurs, un programme de formation, une sorte de curriculum qui a été publié, qui a été soumis à toutes les populations médicales et paramédicales marocaines pour pouvoir faire des formations basées sur de la simulation, avec des vidéos, avec des trucs interactifs, avec notamment un scénario de simulation à dérouler et qui était disponible sur nos différents sites. Et justement, on a été agréablement surpris parce que tout ce qu'on avait proposé au niveau de la SMAR a été adopté un petit peu partout. Je vous donne les affiches de formation qui ont été organisées, là, par exemple, à Agadir, ici à Bni Mellal, ici à Meknès,
le CHU de Rabat, le CHU de Marrakech. Et donc, il y a eu des journées de formation pour pouvoir former le maximum de personnes, que ce soit des professionnels de la santé hors réanimation, que ce soit dans les réanimations. Et les réanimateurs marocains ont joué un rôle important là-dessus. Là, par exemple, par la suite, on avait chacun dans les différents CHU attaqué la formation spécifique aux malades graves, aux malades de réanimation, avec le même module qui contient ces scénarios-là, des scénarios d'hygiène et des scénarios de communication aussi, parce qu'il fallait communiquer avec la famille, notamment autour de la mort, des considérations éthiques importantes dans la prise en charge de cette épidémie. Et là aussi, ça n'a pas été qu'à Marrakech. Là, c'est des vidéos faites par Oujda, Tanger, les équipes de Casablanca. Il y a eu aussi des scénarios de simulation de Rabat. Je vais en revenir par la suite. Et donc, la simulation, elle a été extrêmement importante dans la préparation des populations, bon, forcément, essentiellement au départ, parce que les gens qui étaient impliqués avec le Covid, c'est les militaires, c'est les publics. Et par la suite, les gens qui ont rejoint, notamment ce qui a été fait à Casa avec les différents patrons qui ont rejoint les équipes de garde des unités Covid. Et puis, en mars, dès que l'épidémie est arrivée, on avait pensé à faire un curriculum pour former les formateurs, encore plus de formateurs. Et donc, on avait prévu de faire une journée à FES de formation de formateurs basée sur de la simulation. Et puis est arrivé l'état d'urgence. Et quand l'état d'urgence est arrivé, c'était prévu le lendemain. En une semaine, on a transformé, parce qu'on avait déjà l'expérience d'avoir organisé un congrès en ligne sur Internet. Et on a pu, dès le départ de l'épidémie, organiser un congrès de 11 heures de direct interactif sur Internet. Et la surprise majeure, c'était phénoménal. Sur le ISMAR de l'année dernière, on avait 12 000 vues. Cette fois-ci, on a eu 85 000 vues de 67 pays. Et je pense que ces 12 heures de direct aussi ont permis de donner des outils à tous les professionnels de santé marocains et d'ailleurs, maghrébins, africains, de pouvoir se préparer, de pouvoir agir devant cette épidémie. Je pense que ce e-corona a été quelque chose d'extrêmement important pour la prise en charge de ces malades-là, parmi d'autres, bien sûr. Notre société savante aussi, à l'instar d'autres sociétés savantes, parce qu'on s'est dit, pour bloquer l'épidémie, il faut qu'on ait une action aussi vis-à-vis des citoyens. Et donc, nous avions pris notre responsabilité par rapport à ça. Et très tôt, on avait fait des consignes et des conseils à la population, en français et en dérigeant, en arabe. On a commencé très, très tôt la campagne pour qu'il y ait les masques pour tous. Et on avait publié d'ailleurs, 2 jours avant le texte de loi pour obliger toute la population marocaine à faire le masque pour tous, un avis d'experts de la société marocaine pour inciter les autorités à instaurer un texte de loi sur le port de masque. Est-ce qu'il y a une liaison ou pas? L'essentiel, c'est que la démarche de la société savante a été faite. Et puis, je parlais d'implication, de collaboration. Ça aboutit à ce que beaucoup de choses se sont développées. Ce n'est pas que dans le domaine de l'anesthésie, mais dans tous les domaines, les universitaires, la société ville s'est intéressée à la capacité de réponse du pays par rapport à l'autonomie, que ce soit par la production de masques, que ce soit pourquoi pas par la production de respirateurs artificiels. Et la semaine dernière, une équipe d'ingénieurs, d'industriels, d'aéronautiques et de médecins, notamment des réanimateurs, ont réussi à faire aboutir le premier respirateur à un niveau de faire de la simulation animale pour pouvoir tester son efficacité ou le comparer à d'autres respirateurs. Et là, je rends hommage à toutes ces équipes-là. Et je rends hommage à tout citoyen marocain qui a pris le brebis par les cornes et a fait réfléchir ses neurones, a fait travailler ses neurones et a collaboré en multidisciplinaire pour montrer qu'on a des capacités d'agrégation et de réponse et de tournure vers le futur qui sont phénoménales. Et le volontariat aussi, ça je rends hommage à mes étudiants, mes chers syncapistes, entre autres. Donc on avait lancé très très tôt, dès qu'on a vu qu'il y avait 11 000 appels au niveau de la régulation, le 140 que ça a été lancé, spontanément on a eu l'idée de proposer à des étudiants en fin de carrière ou qui ont soutenu, ou bien des médecins,
de nous rejoindre pour les appels médicaux de la régulation. Et ça a été une réponse spontanée, massive, euh, d'abord à Marrakech et puis ça a été rejoint dans tous les centres de régulation marocains le lendemain parce que Facebook et les réseaux sociaux font traverser l'information. Et donc, on avait commencé au niveau du SAMU, on a pu répondre à la population. Et une semaine après, on a lancé un deuxième appel pour des volontaires. Là, c'est au niveau du triage, parce que quand l'épidémie est lancée, il y avait deux circuits différents. Il fallait qu'il y ait un système de triage médical solide, basé sur des protocoles qu'il fallait instaurer. Et donc, hommage à tous ces volontaires qui sont venus s'exposer à la maladie, au risque, dans un cadre de peur et dans un cadre de citoyenneté. Et donc, forcément, pour leur permettre de travailler tous ces gens-là autour, à tous les niveaux, dans toutes les structures hospitalières et de soins, ben, la société marocaine et la société d'anesthésie et de médecine d'urgence ont agrégé, ils ont créé un comité scientifique commun, ils ont commencé, au fait, on avait produit plein de choses bien avant l'arrivée de l'épidémie. Plein de protocoles, notamment le protocole thérapeutique, il était prêt bien avant. Et dès que l'épidémie était là, les protocoles étaient prêts à être sortis, validés, discutés sur une approche scientifique et participative. Et donc, par exemple, là, c'est un protocole de régulation des appels médicaux et comment mobiliser les ambulances. Là, c'est un protocole de triage au niveau des urgences. Là, comment accueillir le malade et comment s'en occuper au niveau des urgences. Là, c'est comment utiliser l'échographie pleuropulmonaire dans un système de triage dans les structures où il y a une difficulté de scanner, où il y a un retard de décision par rapport aux résultats de PCR. Et donc, avec l'échographie et avec tout ce qu'on a fait comme formation, on a proposé carrément un protocole de triage basé sur l'échographie pleuropulmonaire. Je vais revenir sur l'échographie cardiaque par la suite quand on va parler de réanimation. Il y a aussi, on s'est appuyé sur tout ce qui s'est fait de toutes les initiatives dans plein de CHU, dans plein de structures publiques. Chacun qui a pu publier ou appliquer un protocole ou une mesure qui marche, ben, ça se partageait au niveau de la communauté et le comité scientifique des deux sociétés savantes ajustait, contextualisé à tout le pays et sortait des protocoles nationaux, notamment ici une échelle de Early Warning Score pour pouvoir détecter les patients comment on va les aiguiller très rapidement, soit vers un Covid normal, soit vers une hospitalisation intensive, soit en réanimation. Et même au niveau national, parce qu'on sait la problématique des tests, ben, on a opté à ce que tout malade qui a une forte suspicion clinique, plus une TDM fortement suspecte avec une imagerie supérieure à 50%, ben, c'est un malade à admettre immédiatement en réanimation Covid. Donc, il y a tout un faisceau à faire. L'un des éléments majeurs pour nous qui ont participé aussi à ce que cette épidémie soit contrôlée et qu'on ait de moins en moins de malades en réanimation et qu'on ait moins de mortalité, certainement c'est une conviction personnelle, mais c'est une conviction qui est partagée par beaucoup de collègues réanimateurs marocains, c'est le protocole chloroquine, hydroxychloroquine ou azithromycine. Le substratum scientifique, à notre sens, il est important, il est là. Beaucoup d'études in vitro. Ça vient d'être confirmé il y a 3 jours par une publication dans Nature, la plus grande revue scientifique mondiale. C'est un article de 38 pages qui a essayé d'étudier toutes les cibles de traitement antiviral possibles, protéiques, et qui a étudié plus de 69 médicaments. Eh bien, figurez-vous, parmi les médicaments les plus importants in vitro qui tuent les virus, clairement, avec une cytotoxicité, avec une réduction de la réplication virale, ben forcément, c'est l'hydroxychloroquine. Donc, in vitro, ça marche, c'est évident, c'est clair. Il y a eu une étude par l'équipe de Marseille qui a été largement critiquée. C'est pour la première fois qu'on exige, dans une situation exceptionnelle, études randomisées, double aveugle, alors que la science a vécu des petites études qui ont bouleversé la médecine. Je me rappelle du choc hémorragique. Il y a une petite étude expérimentale d'aortotomie chez le cochon qui a complètement bouleversé la prise en charge du choc hémorragique. Il y a une étude sur le Holgo Directed dans l'hémodynamique du choc septique, petite étude qui a complètement bouleversé la prise en charge du choc septique. Et j'en passe. Le respirateur artificiel dans la poliomyélite, l'utilisation du pentotal et de l'albumine lors Apple Harbor. Donc, il faut revenir sur Terre et dire que peut-être que des petites études, certes, qui n'ont pas la méthodologie scientifique attendue, peuvent donner des résultats phénoménaux et être le déclenchement
d'un traitement salvateur. Et là, on voit, alors c'est pour ça que moi je me dis, l'azithromycine aussi, il mérite d'être exploré beaucoup plus que ça. Et j'ai l'impression que l'azithromycine est peut-être un peu plus efficace que l'hydroxychloroquine. Donc ça, une étude de 24 patients qui est extrêmement importante. Là, j'exprime mon parti pris à fond. Et puis, dernière publication qui remonte au 1er mai, on est même pas 5 jours, qui vient de Wuhan, qui est critiquable certainement sur le plan méthodologique, mais quand même, qui a comparé chez des malades graves, dont 50% d'intubés ventilés, la mise avec plein de protocoles, mais ce qui différait, c'est hydroxychloroquine chez 48 patients versus non hydroxychloroquine chez 520 patients. Critiquable certes, mais ça fait à la fin 18% de mortalité dans le groupe hydroxychloroquine et 45%, voire 50% de mortalité dans le groupe qui n'a pas reçu hydroxychloroquine, et la différence de mortalité est nette. Alors nous, on défend que le traitement soit précoce parce que c'est un traitement antiviral, mais cette étude, il nous montre aussi, c'est au-delà du traitement antiviral, c'est un traitement anti-inflammatoire, et ça a été attesté dans cette étude par le dosage de l'interleukine 6, et dans le groupe hydroxychloroquine, il y a une diminution très, 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 très importante des taux d'interleukine 6 par rapport aux patients qui n'ont pas pris. Donc, cette hydroxychloroquine est importante. Il faut la mettre certainement précocement chez tous les patients Covid. Ça va nous réduire l'admission en réanimation à la mortalité, à l'image de ce qui s'est fait dans les pays qui ont adopté ces thérapeutiques. Et puis, par la suite, ça, même chez les patients graves, ça reste une option thérapeutique parce qu'elle a un effet anti-inflammatoire. Ce qui fait craindre, c'est cette soi-disant chloroquine et QT avec le risque de torsade de pointe. Pour une communauté de cardiologues, ben forcément, vous connaissez le médicament, vous connaissez la pathologie, ben forcément, ça va arriver volontiers chez des patients qui ont des facteurs de risque particuliers à cette torsade de pointe. Quand tu as une association de plein de médicaments, certainement avec le contexte, on va associer plein de médicaments qui allongent le QT. Quand il y a une atteinte multi-organes, et forcément, chez des malades qui ont des hypomagnésémies, des hypocalémies et des hypocalcémies, ben, le risque est plus important. Et si on est vigilant à ça, notamment par des protocoles, je donne là ici le protocole qui est utilisé à Marrakech par l'équipe du professeur Htaoui, qui a mis un protocole sur chaque patient à son ECG, et on envoie à une liste d'équipes de garde de résidents le CG, c'est eux qui interprètent et c'est eux qui indiquent avec les différents prestataires de soins, est-ce qu'on met, est-ce qu'on ne met pas. Et donc, ce protocole-là, il ressemble un petit peu même au protocole national qu'on a adopté au niveau de l'ASMAR, ce protocole qui a été élaboré initialement dans le CHU d'Agadir par l'équipe de cardiologie d'Agadir et qui nous ont permis d'utiliser leur travail pour pouvoir l'améliorer, le façonner et donner un protocole national qui est utilisé maintenant partout sur les indications en fonction du QT. Et puis, on a un protocole aussi au niveau de l'ASMAR sur les médicaments à utiliser, à ne pas utiliser, notamment chez les cas graves de réanimation en anesthésie. Donc, dernière partie de... Est-ce que je n'ai pas trop tardé, Aïda? Ça va? Je peux continuer? On t'écoute avec attention, c'est Edith. Si j'ai une petite remarque, ouais. Juste pour la désactivation des messages sur ton ordinateur. Voilà. Je ne voulais pas t'interrompre, mais maintenant que tu t'es exprimé, j'en profite. D'accord, bon, je ne sais pas comment faire. Non, mais ne te dérange pas si c'est compliqué. C'est bon, ça me permet de respirer un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, j'arrive donc, j'ai fait mon plaidoyer par rapport à l'hydroxychloroquine, donc j'ai dit, a fortiori, elle va agir à ce niveau-là, quand il y a la phase virale, puisqu'on connaît beaucoup mieux la maladie. Il y a une phase virale. Après, au 7e jour, il va y arriver une réponse inflammatoire, qui va s'intensifier, et c'est un stade où la pneumonie est là. Et c'est une pneumonie qui est particulière, qui ne ressemble pas aux autres pneumonies, qui est davantage liée à cette réaction inflammatoire locale, avec une sorte d'asyndrome d'activation macrophagique, avec ça ressemble à une sorte d'intoxication au CO parce que le fer va prendre la place
de l'oxygène au niveau de l'hémoglobine, et puis cet orage inflammatoire qui va exploser progressivement, qui va aboutir aux malades les plus graves, avec une atteinte à la fois au niveau des différents organes locaux par le virus et une atteinte par l'inflammation et cet orage cytokinique phénoménal. Je le disais dans une autre présentation, moi, au fait, je suis responsable, je suis chef de service d'un service d'anesthésie spécifique à la gynéco-obstétrique, et donc c'est une pathologie que je connais, qui ressemble aux malades que je connais. C'est pas un SDRA, c'est comme un SDRA de syndrome catastrophique des antiphospholipides, et donc il y a des études en cours qui sont en train d'explorer cette piste-là. Au fait, il y a plusieurs phénotypes dans le cas grave, dont je ne vais pas les détailler. L'essentiel, c'est que quand les malades arrivent en réanimation, là j'ai parlé ici d'un chiffre, il y a ces malades qui vont arriver sur l'épidémiologie. Il y a 85% qui vont guérir, 15% qui vont faire des formes sévères ou critiques, 10% c'est les formes sévères et 5% les formes critiques graves qui nécessitent la réanimation. Dans ces formes graves, c'est plus de 50% de mortalité dans pratiquement toutes les études internationales, même les dernières. Et si on prend une des dernières études, et ça c'est un chiffre qui m'a fait peur, d'ailleurs ça a été noté en Chine pour les patients intubés ventilés, c'est plus de 80% de mortalité. Et l'étude sur 5700 patients à New York, c'est 88,8% de mortalité chez les patients qui ont été intubés ventilés. Maintenant, la réanimation s'est améliorée, je vais en parler par la suite. Même en France, par exemple, c'est un exemple flagrant en France que la mortalité a nettement baissé ces derniers jours chez la population de patients intubés ventilés. Je vais en parler par la suite. Donc, pour revenir au résumé physiopathologique de la gravité, c'est que c'est une atteinte des récepteurs à l'angiotensine, inhibiteur de l'enzyme de conversion, de l'angiotensine, avec des résultantes d'infiltration intracellulaire et de libération de cytokines, une activation macrophagique, l'atteinte de la chaîne bêta de l'hémoglobine avec un gros stress oxydatif, et puis l'atteinte inflammatoire qui va arriver sous forme d'une atteinte endothéliale généralisée qui ressemble à une microangiopathie thrombotique, qui, dans sa gravité extrême, va ressembler au syndrome catastrophique des antiphospholipides, avec une atteinte de thrombose multiples, attestées par des séries autopsiques, par des séries angioscanographiques, de thromboses à la fois artérielles et veineuses, qui évoluent parfois vers la CIVD et vers des atteintes directes des différents organes, et je vais parler du cœur par la suite. La mortalité aussi est liée à beaucoup de surinfections bactériennes, fongiques, greffes aspergillères et j'en passe. Donc, nous, réanimateurs marocains, on était un peu dans l'obscurité et quand on recevait le malade, on était surpris. Ce n'est pas le même SDRA. Notre réussite, c'est qu'on a pu échanger très, très tôt ensemble, soit par l'implication des différentes équipes ici à Marrakech. Tous les seniors de Réa font un staff tous les jours autour des malades de Réa Covid. Et j'en fais partie, même si je ne m'occupe pas d'une unité Réa Covid. Et puis, au niveau national, on échangeait et puis on a créé un staff. Toutes les semaines, toutes les réas marocaines se rassemblaient pour échanger, pour faire des cas cliniques, pour discuter. Et dans le premier staff qu'on avait fait, il y avait le professeur Marab, cardiologue, qui avait échangé avec nous et qui nous avait attiré l'attention sur ce problème de myocardite et d'atteinte cardiaque. Dans le deuxième staff, il y avait les néphrologues de CHU de Casa avec nous. Et là, l'insuffisance rénale, c'est une particularité et j'espère qu'ils vont publier prochainement un article qui est bouleversant au niveau international. Et donc, cette collaboration-là a permis à ce qu'on comprenne tous et on collabore tous parce que nous avons compris tous la pathologie de mieux en mieux et ses différents phénotypes. Alors, notre expérience à Marrakech, c'est jusqu'à le week-end dernier, c'est 61 patients, majorité masculine. Ils sont plutôt jeunes, c'est jeune, 60 ans. Les 85% quand même de comorbidité, dont 45% de diabétiques. Alors, les diabétiques, c'est un facteur qui est retrouvé chez les patients graves, mais ce n'est pas le facteur de mortalité. Le facteur de mortalité, c'est plutôt les hypertendus. 40% ont été intubés, et puis, heureusement, parce qu'on a amélioré notre connaissance et notre prise en charge, on est à 38% de mortalité. C'est amené à être baissé par la suite. Sur les facteurs de risque de mortalité chez nous, c'est l'âge élevé, et puis l'élément majeur qui a été
partager rapidement avec nos collègues marocains et africains, c'est qu'il faut faire très, très, très attention à cette notion d'intervalle libre, c'est-à-dire le moment où les symptômes apparaissent jusqu'au moment où il y a une prise en charge. Et donc, s'il y a un retard de prise en charge, c'est une catastrophe. On a des malades graves et généralement, on n'arrive pas à les sauver. Et donc, tout ce qui s'est fait en amont de régulation, de prise en charge rapide, de tester rapidement et de traiter rapidement est quelque chose de phénoménal et important et ce qui permet de sauver les malades. Ça, c'est un élément qu'on est en train d'écrire pour le soumettre. La comorbidité liée à la mortalité, c'est les hémodialysés, c'est les hypertendus en premier lieu, puis le diabète en second lieu, l'intubation, on l'a dit, et puis le nombre de défaillances d'organes. On est en train d'explorer autre chose, je vais faire ça pour le moment. Et donc, nos grosses remarques. 1. Les formes graves, c'est des SDRA. Et c'est des SDRA, pas comme les SDRA qu'on connaissait. Et il y a deux phénotypes différents. L'un, ce qui est avec ce qu'on appelle un low elastance, c'est plutôt un problème, le sort de toxique, qui est volontiers fait de ce qu'on appelle des patient self-inflicted lung injury. Et que si jamais ils sont intubés, ils n'ont pas besoin de pression positive. Par contre, il y a l'autre forme high elastance, c'est eux qui ont des condensations, beaucoup de condensations, ce qui ressemble davantage c'est le contraire, j'ai inversé. L'autre, c'est qui correspond davantage au SDRA classique et qui a besoin de PIP et d'une ventilation particulière et qu'il ne faut pas tarder l'intubation. Mais qu'on doit éviter au maximum l'intubation par des moyens qui sont en train d'être testés un petit peu partout et qui marchent très très bien. L'oxygénothérapie à haut débit, la CPAP, la ventilation non invasive, mais avec le risque d'aérosolisation, il faut préférer les casques de Helmet, c'est le modèle italien. Et puis actuellement, là c'est à Tanger, c'est une image du CHU de Tanger qui est en train de distribuer en ce moment des total masques de Decathlon de plongée qui donnent de très très bons résultats de tolérance de patients et de qualité de CPAP et de ventilation non invasive. Et j'espère qu'après ce e-Covid et e-Corona, que les cardiologues adoptent ces techniques-là parce que vous êtes confrontés à l'insuffisance cardiaque aiguë, à l'OAP et maintenant la VNI, la CPAP et l'oxygène au débit chez les BPCO graves et sont des techniques de prise en charge validées, majeures, qui vont vous éviter l'aggravation de vos patients et que vous devez maîtriser comme technique de prise en charge. Alors, concernant l'atteinte cardiaque proprement dite, j'ai emprunté cette diapo à professeur Karimi, cardiologue de Marrakech, qui montre les différents types de lésions, donc myocardite fulminante par atteinte virale directe ou par l'inflammation. Donc, on a des cellules inflammatoires dans les autopsies. On a des marqueurs qui sont soit liés à d'une décompensation de pathologie sous-jacente, soit à l'atteinte artérielle liée au Covid lui-même. Et donc, on a carrément des infarctus myocardes, des choses comme ça. Et c'est expliqué sur le plan physiopathologique à la fois par l'atteinte virale directe et à la fois par les conséquences de l'inflammation et l'orage cytokinique qui survient. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que l'échographie cardiaque en réanimation devient un outil important et qui va nous servir beaucoup, beaucoup en complément avec l'échographie pleuropulmonaire, à la fois pour certaines problématiques diagnostiques et pour la prise en charge et le monitorage. On n'est pas obligé d'être un cardiologue, mais un minimum de formation, un minimum d'évaluation visuelle grâce à l'échographie va être important quand c'est couplé à l'oxygénation. Alors, je suis à 40 degrés à Marrakech, mais actuellement pas. Donc, là, on va avoir, quand il y a une défaillance circulatoire chez le patient Covid, il peut s'agir, alors j'ai emprunté cette diaporama extraordinaire au professeur Jawad Tedili de Rabat, qui avait fait cette conférence au cours du e-Corona. Il a fait un topo phénoménal qui nous a permis, moi aussi, qui n'est pas très néophyte à l'éco-cœur, de comprendre beaucoup de choses. Donc, l'hypovolémie a des signes, c'est des malades, les Covid, ils viennent, surtout quand ils viennent en retard, ils ont sué à fond, ils ont eu la diarrhée à fond, ils sont secs, ils sont en hypovolémie. Et donc, on va avoir des éléments qui nous orientent, on va faire l'échographie, on va trouver une contractilité conservée, un volume d'éjection systolique détecté par l'intégral temps-vitesse sous-aortique bas et des pressions de remplissage normal, voire basse. Donc, ça, c'est le remplissage vasculaire.
On va avoir des patients qui vont avoir des défaillances gauche et donc devant l'âge, des comorbidités, la gravité du tableau. Et donc, c'est la contractilité qui est altérée, l'ITV basse et les pressions de remplissage hautes. Et là, c'est les inotropes, notamment la dobutamine qui est disponible chez nous. Et chez les cas les plus graves, on peut aller vers l'assistance et l'ECMO chez les équipes qui ont la possibilité de le faire. Et puis, on a des profils de patients qui ont des défaillance hémodynamique liées au sepsis et à la vasoplégie, notamment quand on a fait une induction anesthésique. Et là, on la détecte cliniquement par la diminution de la pression artérielle diastolique qui est inférieure à 40 mm de mercure. Et quand on fait l'échographie, contractilité conservée, ITV normale, pression de remplissage normale, et là, c'est serrer les vaisseaux. Et puis l'UVD, je ne veux pas avoir la prétention d'aller sur le VD parce qu'Eric, il va nous faire un truc extraordinaire à son habitude. Donc, quand on a une défaillance du VD chez un drap ventilé, il faut éliminer un pneumothorax par l'échographie pleuropulmonaire. L'échographie pleuropulmonaire va nous servir aussi quand on va remplir le patient. Quand il y a une augmentation du ligne B, on va arrêter le remplissage, c'est les patients qui sont difficiles. Et donc, avec l'échographie, on va faire une étude morphologique de la taille, du septum paradoxal. La fonction, Eric va la développer par la suite. Et puis, on peut faire une épreuve de diminution de la PEP et de la ventilation protectrice qui va nous indiquer éventuellement le décubitus ventral et les manœuvres de recrutement. Sinon, si on n'a pas d'amélioration et s'il n'y a pas d'hypoxie de PaO2 basse, ben, ça serait l'embolie pulmonaire qui est la cause de cette atteinte morphologique. Et Eric va en parler. Donc ça c'est très facile, c'est répétitif, c'est une formation simple. On a besoin d'éléments simples, un apprentissage simple et qui va rendre énormément de service aux patients et sauver ces patients. Donc voilà le protocole national des différents médicaments qui sont utilisés pour le Covid. Je n'ai pas voulu parler des immunotocilizumab qui marchent, beaucoup de choses qui marchent. La plasmaphérèse qui est une option thérapeutique extrêmement intéressante, mais il nous faut encore plus de data. Qu'à travers ces protocoles, nous avons même parti dans la pratico-pratique en offrant à la communauté médicale marocaine des fiches de prescription toutes prêtes pour les patients en réanimation et pour les patients en soins intensifs, notamment ce dont on a parlé, la place de l'aspirine éventuellement chez les patients les plus graves, l'indication de la corticothérapie quand il y a un orage inflammatoire, et un protocole d'anticoagulation aussi, d'usage des anticoagulants, notamment quand est-ce qu'on va être thrombophylaxique. Et nous, on a fait le choix de faire de la thrombophylaxie pour tous, tout malade qui va être alité hospitalisé, et puis les malades qui vont être sévères, graves, c'est une anticoagulation curative chez le malade grave et supraprophylactique selon une évaluation du risque, bien entendu. Donc, mes 3 derniers diapos, tous ces protocoles-là, ils sont disponibles sur les sites smart.ma et cmu.ma, notamment dans cette revue publiée récemment. Notre démarche elle n'est pas que nationale et que nous avons organisé des webinaires pour le Maghreb et on a créé une plateforme africaine parce que c'est en train d'arriver en Afrique dans plusieurs pays et ils n'ont encore moins nos capacités de réponse au niveau de la réanimation du système hospitalier. Donc, on doit obligatoirement partager notre expérience dans une approche humaine gagnante-gagnante sud-sud. Et que ça me tient particulièrement à cœur. On est en train de vivre maintenant l'épidémie, mais il y a des laissés pour compte. C'est les non-Covid. Les non-Covid, ils vont payer le retard de prise en charge par rapport aux urgences cardiologiques, chirurgicales. Et puis des gens qui sont cachés, qui ont peur d'aller dans une structure, d'appeler leurs médecins, qui ont des pathologies chroniques, qui ne reçoivent pas le soin dont ils ont besoin. Et donc, il faut tout de suite, puisqu'on est en train de contrôler le Covid, de pouvoir rapidement faire un déconfinement des structures hospitalières, collaborer tous différents secteurs pour faire de la téléconsultation, pour rassurer les citoyens et pour pouvoir les ramener et les traiter correctement. On ne peut pas accepter qu'on soit obnubilé par le Covid et laisser des patients non Covid payer un lourd tribut de mortalité. Et ça, c'est notre responsabilité à tous les spécialistes. Et puis, par la suite, et ça, on ne pourra pas contrôler, il faudra penser à long terme. Il y a tout ce qui est retentissement psychologique, retentissement économique, et puis retentissement sur quelles sont nos priorités pour l'avenir. Quelles sont nos priorités pour l'avenir? Nous voyons maintenant que nous devons être autonomes, que nous devons développer l'éducation,
Nous devons développer la santé. Nous devons valoriser les gens qui prennent plus de risques que d'autres. Nous devons revoir notre réforme des études médicales, à la fois dans la formation médicale initiale et la formation continue. Quelle place vont prendre ces webinaires dans l'avenir de la formation? Et donc, tellement de questionnements qu'il faudra dès maintenant anticiper. Et il n'y a pas que le Covid. Justement, j'ai été surpris, hier, ça a été publié par l'ESC. Alors, l'ESC, il a fait des guidelines la semaine dernière, et puis il publie un consensus chinois qui est contre ce qui a été dit, que la thrombolyse devrait être le traitement de premier choix. C'est les patients qui ont un infarctus du myocarde ST+. Et donc, je vous laisse, vous, cardiologues, cette discussion intéressante avec des algorithmes interpellants. Et personnellement, je suis d'accord sur cette approche-là dans un contexte Covid. Dernière diapo, c'est oui, certainement, je pense qu'on n'est pas arrivé à là comme certains pays, on n'est même pas arrivé à là, on est à ce stade d'aplatissement de la courbe qui est assez important, avec une mortalité importante. Je pense que la réussite marocaine, elle est particulière. Mais cette réussite-là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'il faut rester très vigilant. Un seul rassemblement, rater le déconfinement pourrait causer une recrudescence et une mortalité par la suite. Et ça risque de nous dépasser si ce n'est pas contrôlé. Donc, il faut rester extrêmement vigilant. Et il y a la plus haute autorité de l'État qui montre l'exemple, la distanciation sociale, la distanciation physique, le port du masque et pas obligatoirement un masque FFP2. Le masque FFP2, il est réservé pour les gestes aérosolisants tout près de la bouche chez une population professionnelle donnée. Par contre, tout le reste, il met un masque, met mon tissu, ça va nous protéger les uns les autres. Et merci beaucoup. Eh bien, alors merci beaucoup, pendant que je partage mon écran.